Elle s'appelait Alexandra James. Elle avait 28 ans, et la nuit où son mari l'abandonna dans une station-service sous la pluie, leur fille de 6 mois hurlant dans ses bras, fut la nuit où elle cessa de croire aux promesses éternelles. C'était fin novembre 2019, un jeudi vers 21 heures. Alexandra enchaînait les doubles services comme assistante responsable dans un entrepôt de distribution, gagnant environ 48 000 $ par an. Pas grand-chose pour une famille de 3 personnes à Seattle, mais elle s'arrangeait. Son mari, Vanessa, avait toujours voulu plus. Plus d'argent, plus d'attention, plus de cette vie glamour qu'il faisait défiler sur les réseaux sociaux pendant qu'elle abattait des semaines de 60 heures pour garder leur modeste appartement à Renton. La station-service était une BP sur la Highway 167, l'un de ces îlots fluorescents dans l'obscurité où Alexandra s'était arrêtée pour faire le plein de leur vieille Honda Accord. Vanessa était restée silencieuse pendant tout le trajet depuis la maison de sa mère, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur son écran de téléphone. Leur fille, Emma, gaignait dans son siège auto et Alexandra se souvenait de cette boule familière d'épuisement dans sa poitrine. Elle avait travaillé le matin, dormi 3 heures, puis traversé la ville pour aller les chercher parce que Vanessa prétendait que leur voiture faisait encore des siennes. Elle était entrée payer l'essence et prendre une bouteille d'eau. Quand elle était ressortie 2 minutes plus tard, l'accord avait disparu. Au début, elle crut s'être trompée d'emplacement. Elle fit 2 fois le tour des pompes, Emma toujours sanglée contre sa poitrine dans le porte-bébé, ses petits poings agrippant sa veste. Puis son téléphone vibra. Le texto de Vanessa fut bref. « Je ne peux plus faire ça. Elle est ton problème maintenant. N'essaie pas de me retrouver. » Alexandra était restée là sous la pluie, fixant le message sur son écran fissuré, son esprit incapable de traiter ce qui se passait. Son mari, l'homme qu'elle avait épousé 3 ans plus tôt lors d'une cérémonie au Woodland Park Rose Garden, l'homme qui lui avait promis de l'aimer envers et contre tout, venait de partir en la laissant abandonnée avec leur bébé. Elle l'appela 17 fois cette nuit-là. Chaque appel bascula directement sur la messagerie. Ce qu'Alexandra ignorait alors, debout dans ce parking de station-service, sentant son monde s'effondrer, c'était que Vanessa planifiait sa fuite depuis des mois. Il avait déjà déménagé la plupart de ses affaires importantes dans l'appartement de son nouveau petit ami à Bellevue, un cadre de la tech nommé Bradley Westmore, qui conduisait une Tesla Model S et vivait dans un penthouse avec vue sur le lac Washington. Bradley avait 42 ans, était divorcé et avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas intéressé par le rôle de beau-père de l'enfant d'une autre femme. Alors Vanessa avait fait son choix. Alexandra avait fini par appeler sa sœur aînée, June, qui était venue la chercher à minuit. Elle l'avait aidée à déposer un signalement de disparition qui n'avait mené nulle part parce que Vanessa n'avait pas vraiment disparu. Il était simplement parti. L'officier de police qui avait pris le rapport avait regardé Alexandra avec quelque chose proche de la pitié et lui avait dit de prendre un avocat. Les 6 premiers mois après cette nuit furent les plus sombres de la vie d'Alexandra. Elle n'était absolument pas préparée à être mère célibataire. Sa sœur l'aidait quand elle le pouvait, mais elle avait 2 enfants et travaillait à plein temps comme hygiéniste dentaire. Alexandra avait dû réduire ses heures à l'entrepôt, ce qui rendit son budget déjà serré complètement impossible. Elle avait épuisé ses maigres économies de 200 $ en 2 mois, rien qu'en essayant de suivre le loyer et les frais de garde. Elle tenta de retrouver Vanessa, ne serait-ce que pour obtenir une pension alimentaire, mais il disparut complètement. Son numéro de téléphone fut déconnecté. Sa mère prétendit ne pas savoir où Vanessa était partie, bien qu'Alexandra soupçonnât que c'était un mensonge. Ses comptes de réseaux sociaux s'éteignirent. C'était comme s'ils s'étaient tout simplement effacés de leur vie. Les papiers du divorce arrivèrent 4 mois plus tard, livrés à son appartement par un huissier. Vanessa demandait le divorce pour incompatibilité d'humeur et ne réclamait aucune garde ni visite. Il n'offrait pas non plus de pension alimentaire. Les papiers avaient été déposés auprès d'un cabinet d'avocats à Portland, Oregon, ce qui indiquait à Alexandra qu'il avait probablement quitté l'État entièrement. Elle les signa. Quel choix avait-elle?
Au 7e mois, Alexandra reçut un avis d'expulsion. Elle ne pouvait plus payer le loyer, ne pouvait pas travailler assez d'heures pour couvrir la garde d'enfants et les dépenses de la vie, et elle prit la douloureuse décision de retourner vivre dans le sous-sol de sa mère à Tacoma. C'était l'impression d'un échec. À 29 ans, elle était divorcée, fauchée, vivant chez sa mère et seule responsable d'une petite fille qui méritait tellement mieux que ce qu'elle pouvait offrir. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le fond du gouffre. Parfois, c'est exactement là où vous devez être pour commencer à construire quelque chose de vrai. La mère d'Alexandra, Linda, était une professeure de mathématiques à la retraite qui avait élevé Alexandra et sa sœur seules après la mort de leur père quand Alexandra avait 12 ans. Elle était dure, pragmatique et farouchement protectrice de ses petits-enfants. Elle ne jugea pas Alexandra pour sa situation. Elle retroussa simplement ses manches et l'aida. Vivre sans loyer dans le sous-sol de sa mère donna à Alexandra la marge de respiration dont elle avait désespérément besoin. Elle pouvait faire ses services à l'entrepôt en sachant qu'Emma était avec sa grand-mère. Elle pouvait dormir plus de 3 heures d'affilée. Elle pouvait penser clairement pour la première fois depuis cette nuit à la station-service. Et lentement, prudemment, elle commença à planifier son avenir. Alexandra avait toujours été douée en logistique. C'était pourquoi elle était devenue assistante responsable à l'entrepôt malgré son jeune âge par rapport à ses collègues. Elle comprenait les systèmes, les flux de travail, comment faire fonctionner des opérations compliquées en douceur. Maintenant, elle appliquait cette même pensée stratégique à sa propre vie. D'abord, elle commença à suivre des cours en ligne de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Elle se levait à 5 heures du matin, étudiait 2 heures avant qu'Emma ne se réveille, faisait son service, puis étudiait encore 1 heure après avoir couché sa fille. C'était épuisant, mais c'était aussi un but. Elle termina un programme de certification en 6 mois qui était conçu pour durer 1 an. Deuxièmement, elle documenta tout. Chaque texto de Vanessa, les quelques-uns qu'elle avait reçus avant sa disparition, chaque tentative de le contacter, chaque dépense pour Emma, chaque étape qu'atteignait sa fille sans sa mère. Elle conservait tout dans un dossier cloud méticuleusement organisé. Elle ne savait pas si elle en aurait jamais besoin, mais quelque chose lui disait de garder des traces. Troisièmement, et le plus important, elle versa tout ce qu'elle avait dans le fait d'être la mère qu'Emma méritait. Elle apprit à lui faire des nattes parfaites en regardant des vidéos YouTube à minuit. Elle devint experte en lecture de livres d'images avec des voix différentes pour chaque personnage. Elle l'emmenait au parc tous les dimanches, même quand elle était épuisée par le travail. Elle se présenta à chaque rendez-vous pédiatrique avec une liste de questions écrites dans un carnet. Elle s'assura qu'Emma sache chaque jour qu'elle était aimée complètement et inconditionnellement. Emma s'épanouit. C'était une enfant heureuse et curieuse qui appelait la mère d'Alexandra « Mamie » et n'avait aucun souvenir de l'homme qui l'avait abandonnée. Parfois, Alexandra regardait le sourire radieux de sa fille et ressentait une rage féroce et protectrice envers Vanessa pour avoir renoncé à quelque chose d'aussi précieux. Mais surtout, elle se sentait reconnaissante d'être la mère d'Emma. Quand Emma eut 2 ans, Alexandra décrocha un meilleur emploi comme coordinatrice logistique pour une entreprise manufacturière de taille moyenne à Tacoma. Le salaire était de 62 000 $ par an, un bond significatif qui lui donna l'impression de pouvoir enfin respirer. Elle commença à économiser de l'argent pour la première fois en année. Quand Emma eut 3 ans, Alexandra rencontra Rachel. Elle était développeuse de logiciels dans une entreprise tech du centre-ville et elle s'était rencontrée à un cours de musique parents-enfants au centre communautaire. Rachel était là avec son neveu, remplaçant sa sœur qui était en voyage. Elle avait fait une blague sur le fait d'être complètement sourde musicalement. Emma avait ri et Alexandra s'était surprise à sourire pour la première fois depuis des mois. Elles avaient commencé à discuter après le cours. Le café se transforma en dîner. Le dîner se transforma en plan régulier le week-end. Rachel rencontra Emma tôt. Alexandra avait été claire. Elle et sa fille étaient un package deal, et Rachel l'avait géré avec une aisance qui l'avait émerveillée. Elle n'essaya pas de remplacer le père d'Emma ni de précipiter quoi que ce soit. Elle se présenta simplement de manière constante, gentille, et laissa la relation se développer naturellement. Ce qu'Alexandra appréciait le plus chez Rachel, c'était son pragmatisme.
Elle avait 31 ans, avait bâti une carrière réussie, possédait son propre appartement à University Place et n'avait aucun intérêt pour les drames ou les jeux. Elle avait été claire dès le début sur ce qu'elle voulait, une partenaire honnête, une relation fondée sur le respect mutuel et, éventuellement, une famille à elle. Elles sortirent ensemble pendant 18 mois avant qu'Alexandra ne lui demande sa main. Rien de fantaisiste, juste elles deux et Emma à Point Defiance Park, regardant le coucher de soleil sur le Puget Sound. Rachel avait dit oui avant même qu'elle ait fini de demander. Elles se marièrent lors d'une petite cérémonie 6 mois plus tard, en août 2023. Emma, maintenant âgée de 4 ans, avait été leur demoiselle d'honneur, éparpillant des pétales de roses avec une concentration sérieuse pendant que les invités riaient et prenaient des photos. La vie d'Alexandra s'était transformée si complètement que parfois elle reconnaissait à peine la femme brisée qui s'était tenue dans ce parking de station-service. Elle avait une épouse qui l'aimait et traitait Emma comme sa propre fille. Elle avait un bon emploi avec des possibilités d'évolution. Elle avait récemment été promue responsable senior de la logistique avec un salaire de 68 000 $. Rachel et elle avaient acheté une modeste maison à Spanaway. Rien d'extravagant, mais elle était à elle. Emma était inscrite dans une bonne école maternelle et lisait déjà des livres simples. Elle avait bâti une vraie vie des cendres de son pire moment. Et puis, en octobre 2024, Vanessa revint. L'enquêteur privé avait trouvé Alexandra via l'adresse de sa mère. Apparemment, Vanessa avait engagé quelqu'un pour la retrouver. L'enquêteur s'était présenté au lieu de travail d'Alexandra un mercredi après-midi, lui avait tendu une carte de visite et lui avait dit que Vanessa James voulait organiser une rencontre. Alexandra était restée là dans son bureau, tenant cette carte, ressentant une vague froide d'adrénaline qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Pourquoi? Avait-elle demandé. L'enquêteur avait haussé les épaules. Ce n'est pas mon affaire de le savoir. Il m'a juste demandé d'établir le contact et de voir si vous seriez prête à le rencontrer. Alexandra était rentrée ce soir-là et avait tout raconté à Rachel. Elle s'était assise à leur table de cuisine pendant qu'Emma jouait avec des blocs dans le salon et elle lui avait montré la carte de visite avec un numéro de téléphone griffonné au dos. « Que veux-tu faire? » avait demandé Rachel. « Je ne sais pas, » avait admis Alexandra. « Une partie de moi veut lui dire d'aller au diable. Il n'a pas le droit de revenir dans nos vies après 5 ans. » « Mais une autre partie de toi veut savoir pourquoi il est parti, » avait dit Rachel doucement. Alexandra avait hoché la tête. C'était exactement ça. Pendant 5 ans, elle avait porté le poids de ne pas comprendre. Pourquoi Vanessa les avait-il abandonnés? Qu'avait-elle fait de mal? Avait-il jamais aimé Emma? Les questions l'avaient hantée pendant les nuits sans sommeil, même en bâtissant sa nouvelle vie. « Tu devrais le rencontrer », avait dit Rachel, « pas pour son bien, pour le tien. Tu mérites des réponses. » Alors Alexandra avait appelé le numéro sur la carte. La voix de Vanessa était exactement comme elle s'en souvenait. Douce, confiante, avec cette légère inflexion à la fin de ses phrases qui donnait l'impression que tout était une question. Ils arrangèrent de se rencontrer dans un café à Federal Way, territoire neutre, un samedi après-midi quand Rachel pourrait garder Emma. Alexandra arriva 15 minutes en avance et commanda un café noir qu'elle ne but pas. Elle s'assit à une table d'angle, dos au mur, regardant la porte avec un mélange étrange d'anticipation et d'appréhension. Vanessa entra à exactement 14 heures. Il avait l'air différent, plus vieux, évidemment, ils l'étaient tous les deux, mais aussi usé d'une manière qui la surprit. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements étaient beaux, mais pas aussi griffés qu'avant, et il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là auparavant. Il la repéra immédiatement et s'avança avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Alexandra », dit-il en se glissant sur la chaise en face d'elle. « Merci d'être venue me rencontrer, Vanessa. » Sa voix était posée, contrôlée. Elle avait eu 5 ans pour se préparer à ce moment dans sa tête, bien qu'aucun de ses scénarios imaginés ne correspondît à la réalité de s'asseoir en face de l'homme qui avait détruit sa vie.
Ils restèrent assis dans un silence gênant pendant un moment avant que Vanessa ne se lance dans ce qui ressemblait à un discours répété. « Je sais que je te dois une explication, » commença-t-il. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. J'étais dans un endroit sombre à l'époque et j'ai fait des choix terribles. J'étais jeune et stupide, et je pensais vouloir quelque chose de différent de ce que nous avions. Je pensais que Bradley pourrait me donner la vie que je méritais, et j'avais tort. « Où as-tu été pendant 5 ans? » demanda Alexandra, coupant court à ses remarques préparées. Vanessa hésita. « Portland, surtout. Les choses avec Bradley n'ont pas marché. Il n'était pas celui que je pensais. » Alexandra attendit, laissant le silence s'étirer. Elle avait beaucoup appris sur la négociation et l'effet de levier dans sa carrière logistique. Parfois, le meilleur mouvement était de ne rien dire et de laisser l'autre personne combler le vide. « J'ai fait des erreurs », continua Vanessa, sa voix prenant un ton légèrement désespéré. « D'énormes erreurs. Mais j'ai changé, Alexandra. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai jeté, à propos de notre fille. » C'est à ce moment que le sang d'Alexandra se glaça. « Elle s'appelle Emma, » dit-elle calmement. « Tu n'as pas le droit de l'appeler notre fille quand tu ne l'as pas vue depuis 5 ans. » Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux essayer d'arranger les choses. Je veux faire partie de la vie d'Emma à nouveau. Je veux être son père. » Alexandra sentit une rage brûlante monter dans sa poitrine, mais elle garda sa voix calme. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après 5 ans? » Vanessa baissa les yeux vers sa tasse de café. « Parce que je réalise ce que j'ai perdu. Parce que je suis dans un meilleur endroit maintenant, et je suis prêt à être le père qu'elle mérite. » Ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'Alexandra avait déjà deviné, c'était que les choses s'étaient effondrées pour lui. Bradley l'avait probablement largué. Ses rêves d'une vie facile et aisée s'étaient probablement évaporés. Et maintenant il était de retour, espérant récupérer la famille qu'il avait jetée comme des ordures dans une station-service. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Alexandra quitta cette rencontre au café sans donner à Vanessa le moindre engagement. Elle lui avait dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, ce qui était partiellement vrai. Ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de temps pour consulter l'avocate qu'elle avait déjà appelée en route vers la rencontre. Parce que voici ce que Vanessa ignorait. Alexandra avait passé 5 ans à tout documenter, chaque étape qu'Emma avait franchie sans son père, chaque dépense qu'elle avait couverte seule, chaque nuit qu'elle avait passée debout avec un enfant malade pendant que Vanessa vivait sa meilleure vie quelque part. Elle avait des traces de chaque tentative de le contacter, chaque appel sans réponse, chaque courriel ignoré. Elle avait aussi découvert quelque chose d'intéressant par son avocate. Dans l'État de Washington, quand un parent abandonne son enfant pendant une période prolongée et ne fait aucune tentative de maintenir une relation ou de fournir un soutien, il peut perdre ses droits parentaux. Vanessa n'avait pas seulement quitté Emma, il l'avait légalement abandonnée. Il avait signé des papiers de divorce qui renonçaient à toute garde et visite. Il n'avait jamais payé un centime de pension alimentaire. Il n'avait jamais envoyé une carte d'anniversaire ou un cadeau de Noël. Il n'avait même jamais demandé comment allait Emma. Pendant 5 ans, Vanessa avait été un fantôme, et maintenant il voulait ressusciter et jouer au père. L'avocate d'Alexandra, une femme brillante nommée Patricia Wong, spécialisée en droit de la famille, avait été claire sur la situation. Il n'a pratiquement aucun statut juridique, avait expliqué Patricia lors de leur consultation. Il a volontairement mis fin à ses droits de garde lors du divorce. Il n'a versé aucun paiement de pension ni établi de contact. Vous avez 5 ans de preuves montrant un abandon complet. S'il tente de demander la garde ou le droit de visite, nous pouvons nous battre et nous gagnerons probablement. « Mais peut-il essayer ?» avait demandé Alexandra. « N'importe qui peut déposer une requête devant le tribunal », avait dit Patricia. « Qu'il réussisse est une autre affaire. Ma plus grande préoccupation est de savoir si vous voulez qu'il ait un accès quelconque à Emma. C'est une décision que vous seul pouvez prendre. » Alexandra y avait réfléchi pendant des jours.
Elle avait parlé à Rachel, à sa mère, à sa sœur. Elle était restée éveillée la nuit en pensant à ce qui était le mieux pour Emma, et elle était arrivée à une conclusion. Vanessa ne méritait pas d'être le père d'Emma. Il était parti quand les choses étaient devenues difficiles. Il avait choisi son propre confort plutôt que le bien-être de son enfant. Il avait prouvé par 5 ans d'absence qu'il n'était pas capable de l'amour inconditionnel dont un enfant avait besoin. Mais plus que cela, Alexandra réalisa qu'elle ne voulait pas qu'Emma grandisse en se demandant qui était son père biologique, construisant des fantasmes sur qui Vanessa pourrait être. Elle voulait qu'Emma voie exactement qui était son père et qu'elle choisisse elle-même. Alors Alexandra rappela Vanessa et organisa une autre rencontre. Cette fois, elle emmena Rachel. Vanessa eut l'air surpris quand elles entrèrent toutes les deux dans le café, mais il le cacha rapidement derrière un sourire poli. « Voici mon épouse, Rachel », dit Alexandra, et elle observa attentivement le visage de Vanessa pour sa réaction. C'était là, un éclair de quelque chose, de la jalousie, du regret, elle ne pouvait pas vraiment dire. « Enchantée de vous rencontrer », dit Rachel avec aisance, tendant la main. Elle portait son blazer préféré, le bleu marine qu'elle mettait pour les réunions de travail importantes, et Alexandra savait que c'était intentionnel. Rachel voulait que Vanessa voie exactement ce qu'Alexandra avait construit sans lui. Elles s'assirent et Alexandra exposa ses conditions. « Si tu veux rencontrer Emma, nous pouvons organiser des visites supervisées, » dit-elle. « Courte au début. Nous lui expliquerons que tu es son père biologique, mais nous serons aussi honnêtes sur le fait que tu as été absent de sa vie. Que cette relation continue dépend entièrement du niveau de confort d'Emma et de ce que mon avocate approuve. » Vanessa avait l'air de vouloir argumenter, mais quelque chose dans l'expression d'Alexandra dut l'avertir de ne pas le faire. « Ces visites seront selon mon emploi du temps, à ma convenance, » continua-t-elle. « Tu ne te présenteras pas à l'improviste chez nous ou à l'école d'Emma. Tu ne feras pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Et si à un moment Emma dit qu'elle ne veut pas te voir, ce sera la fin. »« Ce n'est pas juste, » protesta Vanessa. « C'est ma fille aussi. »« Non, » dit Alexandra, sa voix comme de l'acier. « C'est ma fille. Tu as renoncé à ce droit quand tu l'as laissée dans une station-service sous la pluie. C'est la seule offre que tu vas obtenir, Vanessa. À prendre ou à laisser. » Ce qui arriva ensuite choqua tout le monde. Vanessa accepta le marché, bien qu'Alexandra pût voir le ressentiment bouillonner derrière ses yeux. Ils programmèrent la première visite pour un samedi matin dans un parc près de la maison d'Alexandra, public, contrôlé, avec Alexandra et Rachel toutes les deux présentes. Alexandra passa la nuit précédente à essayer de comprendre comment expliquer la situation à Emma. Comment dit-on à une enfant de 5 ans que son père, dont elle n'avait jamais su l'existence au-delà d'explications vagues sur certains papas qui ne peuvent pas rester, revenait soudainement? Rachel et elle avaient assis Emma vendredi soir dans le salon de leur modeste maison. Emma jouait avec son lapin en peluche préféré, une chose rose usée qu'elle avait nommée Monsieur Hopscotch. « Ma chérie, » commença Alexandra prudemment, « nous devons te parler de quelque chose d'important. » Emma leva les yeux vers elle avec ses grands yeux confiants qui lui faisaient mal au cœur. Elle avait les cheveux noirs d'Alexandra et son expression sérieuse, mais son sourire était unique, lumineux et sans inhibition d'une manière qu'Alexandra n'avait jamais été. « Je suis punie ?» demanda-t-elle, et Rachel rit doucement. « Non, bébé, tu n'es pas punie, mais demain, nous allons rencontrer quelqu'un de spécial, quelqu'un qui faisait partie de ta vie il y a longtemps. » Elles le lui expliquèrent aussi doucement qu'elles le purent. Qu'avant Rachel, avant leur maison à Spanaway, Alexandra avait été mariée à quelqu'un d'autre, qu'Emma était née de ce mariage, que son père biologique avait fait des choix très difficiles quand Emma était bébé, des choix qui signifiaient qu'il n'avait pas pu être le papa d'Emma. Mais maintenant, il voulait rencontrer Emma. Emma traita cela avec le remarquable pragmatisme des enfants. « Alors j'ai 2 papas comme Aiden à l'école? »« Pas exactement, » dit Rachel avec précaution. « Je suis ta maman.
La personne que nous rencontrons demain, il est ton père biologique. Mais les familles peuvent prendre beaucoup de formes différentes, et ce qui compte, c'est qui se présente et t'aime. Est-ce qu'il va m'aimer? Demanda Emma, et Alexandra sentit sa poitrine se serrer. Je ne sais pas, ma chérie, dit-elle honnêtement. Mais je sais que ta maman et moi t'aimons plus que tout au monde, et rien de ce qui arrivera demain ne changera jamais ça. Amen. Emma sembla satisfaite de cette réponse et retourna jouer avec Monsieur Hopscotch. Mais Alexandra vit Rachel essuyer des larmes quand Emma ne regardait pas. Le samedi matin arriva avec ce temps particulier du nord-ouest du Pacifique, froid mais clair, le genre de jour où l'on pouvait voir le mont Rainier parfaitement sous certains angles. Alexandra les conduisit à Point Defiance Park, vers une aire de jeu qu'elle avait repérée plus tôt dans la semaine. Elle voulait qu'Emma ait des équipements familiers à proximité, quelque chose à faire si la conversation devenait gênante. Vanessa arriva 10 minutes en retard, conduisant une Honda CR-V qui avait connu des jours meilleurs, loin de la Tesla qu'il avait probablement imaginé conduire quand il s'était enfui avec Bradley. Il s'était habillé avec soin, remarqua Alexandra, beau jean, pull couleur crème, cheveux coiffés. Il essayait de faire bonne impression. Emma jouait sur les balançoires quand Vanessa s'approcha. Alexandra le lui indiqua. « C'est lui, l'homme au pull crème. » Elle observa attentivement la réaction de sa fille. Emma regarda Vanessa avec des yeux curieux mais prudents. Les enfants ont de bons instincts sur les gens et Emma ne faisait pas exception. « Salut, Emma », dit Vanessa en s'agenouillant au niveau d'Emma dans un mouvement qui semblait répété. « C'est si agréable de enfin te rencontrer. Je suis Vanessa. »« Ma maman dit que tu es mon père biologique », dit Emma d'un ton pragmatique. « Comment ça se fait que je ne t'ai jamais rencontré avant? » Vanessa jeta un coup d'œil à Alexandra, clairement non préparée pour une question si directe. « Eh bien, parfois les adultes font des erreurs, et j'ai fait de très grosses erreurs quand tu étais bébé, mais je suis ici maintenant et j'aimerais apprendre à te connaître. » « D'accord, » dit Emma en haussant les épaules. « Tu veux me pousser sur la balançoire? » Et comme ça, la première visite commença. Alexandra observa d'un banc voisin, la main de Rachel dans la sienne, pendant que Vanessa poussait Emma sur la balançoire et essayait de faire la conversation avec une enfant de 5 ans qui n'avait aucun intérêt particulier pour lui. Emma avait été polie mais distante, de la même manière qu'elle l'était avec les étrangers à l'épicerie. Elle avait répondu aux questions de Vanessa sur l'école et ses livres préférés, mais elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers Alexandra et Rachel, vérifiant qu'elles étaient toujours là. Après 30 minutes, Emma descendit des balançoires et courut vers Alexandra. « On peut rentrer maintenant? » demanda-t-elle assez fort pour que Vanessa l'entende. « Je veux finir le puzzle qu'on a commencé. » Le visage de Vanessa s'affaissa, mais il se reprit rapidement. « Peut-être qu'on peut se revoir bientôt, » suggéra-t-il. « Peut-être, » dit Emma, déjà distraite, tendant la main vers Rachel. Elles laissèrent Vanessa debout dans le parking, et Alexandra le vit essuyer ses yeux pendant qu'elle s'éloignait. La deuxième visite, 2 semaines plus tard, se passa de la même façon. Emma fut amicale mais détachée, plus intéressée par les équipements de jeu que par Vanessa. Elle l'appelait Vanessa au lieu d'un quelconque titre paternel. Et quand Vanessa avait essayé de la corriger, « Tu peux m'appeler papa si tu veux », Emma avait simplement dit « Mais j'ai déjà une maman » et désigné Rachel. Alexandra avait vu la frustration de Vanessa croître. Il avait imaginé une réunion émotionnelle, réalisa-t-elle. Il avait pensé qu'Emma serait ravie d'avoir son père biologique de retour, que leur lien serait instantané et indéniable. Il n'avait pas considéré qu'Emma était une personne entière qui avait été aimée et soignée par d'autres personnes pendant 5 ans, des personnes qui s'étaient réellement présentées. À la 3e visite, la patience de Vanessa s'était épuisée. Ils s'étaient rencontrés dans un parc différent cette fois, à Federal Way, à mi-chemin entre la maison d'Alexandra et où que Vanessa vivait maintenant. Emma jouait sur la structure d'escalade quand Vanessa avait tiré Alexandra de côté. « Ça ne marche pas, » dit-il brusquement. « Elle ne me voit pas comme son père. Elle est froide avec moi. Elle a 5 ans. »
dit Alexandra. Et elle ne te connaît pas. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce que tu aides, siffla Vanessa en gardant sa voix basse pour qu'Emma n'entende pas. Tu pourrais l'encourager à créer un lien avec moi, mais à la place, toi et ta petite famille de remplacement me mettez à l'écart. Alexandra sentit sa colère monter. Rachel n'est pas une remplaçante. Elle est la mère d'Emma dans tous les sens qui comptent, et nous ne te mettons pas à l'écart. Nous laissons Emma décider elle-même. C'est faux et tu le sais, rétorqua Vanessa. C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. Et toi si, toi qui l'as laissée dans un parking, toi qui n'as même pas vérifié si elle était en vie pendant 5 ans. Ils parlaient tous les deux de plus en plus fort, et Rachel s'approcha rapidement, se plaçant entre eux. Cette conversation est terminée, dit Rachel fermement. Emma regarde, et nous n'allons pas faire ça devant elle. Vanessa eut l'air de vouloir argumenter, mais il jeta alors un coup d'œil et vit Emma qui les regardait du haut du toboggan, son petit visage inquiet. Vanessa prit une respiration et recula. « Bien, dit-il d'un ton tendu, mais je veux plus de temps avec elle, du temps non supervisé. Je suis son père, Alexandra. J'ai des droits. » « En fait, dit Alexandra en sortant son téléphone, tu n'en as pas. » Elle fit défiler la copie numérisée du décret de divorce que son avocate lui avait envoyé. La section pertinente était surlignée. Le demandeur renonce à tous les droits de garde, de visite et d'autorité décisionnelle concernant l'enfant mineur. « Tu as signé ça ?» dit Alexandra en lui montrant l'écran. « Tu as renoncé à tes droits volontairement. La seule raison pour laquelle tu vois Emma en ce moment, c'est parce que je le permets. Mais ça peut s'arrêter à tout moment, Vanessa. Et si tu me pousses, ça s'arrêtera. » Vanessa fixa le document sur son téléphone, son visage devenant pâle. « Tu ne peux pas faire ça. Je vais prendre un avocat. Je vais me battre contre toi. »« Vas-y, » dit Alexandra calmement. « Mon avocate adorera présenter à un juge 5 ans de preuves montrant un abandon complet. Nous avons des preuves documentées de chaque dépense que j'ai payée, chaque étape que tu as manquée, chaque fête qui est passée sans une seule carte ou appel téléphonique. Tu penses qu'un tribunal va te donner la garde après ça? » L'expression sur le visage de Vanessa valait chaque nuit blanche qu'Alexandra avait passée à tout documenter. Mais Vanessa n'en avait pas fini. Alexandra avait sous-estimé son désespoir ou peut-être son illusion qu'il méritait une seconde chance sans conséquence. 2 semaines après cette confrontation, Alexandra reçut une lettre d'un avocat à Seattle. Vanessa demandait au tribunal une modification des arrangements de garde, prétendant avoir été contraint de renoncer à ses droits dans un état mental vulnérable. Il demandait la garde partagée et argumentait que c'était dans le meilleur intérêt d'Emma d'avoir une relation avec son père biologique. Alexandra transmit immédiatement la lettre à Patricia Wong, son avocate, qui l'appela dans l'heure. « C'est exactement ce que nous attendions, » dit Patricia, sa voix stable et professionnelle. « Il n'a aucun dossier, mais ça ne veut pas dire qu'il n'essaiera pas. Nous devrons répondre formellement et j'aurai besoin que vous rassembliez tous ces documents dont nous avons discuté. Chaque élément de preuve montrant l'abandon. »« Je les ai tous ?» dit Alexandra. « Tout est organisé dans un stockage cloud. » Bien. Alors, nous allons l'enterrer. Les 3 mois suivants furent un flou de procédures juridiques. Vanessa s'était procuré un avocat. Pas un bon, avait noté l'avocate d'Alexandra, probablement quelqu'un travaillant sur honoraires conditionnels qui pensait pouvoir gagner une audience sympathique, et ils déposèrent requête après requête. Ils prétendirent que Vanessa avait souffert de dépression postpartum non diagnostiquée quand il était parti. Ils argumentèrent que Bradley avait été émotionnellement abusif et l'avait contraint d'abandonner Emma. Ils suggérèrent qu'Alexandra avait caché Emma à Vanessa et empêché le contact. Chaque affirmation fut démolie par les preuves. Patricia soumit le texto que Vanessa avait envoyé la nuit où il était parti. « Elle est ton problème maintenant. » Aucune mention de santé mentale, juste de la cruauté. Ils soumirent les relevés téléphoniques montrant 0 tentative de Vanessa de contacter Alexandra en 5 ans. Pas un seul appel, pas un seul texto, jusqu'à ce qu'il ait engagé cet enquêteur.
Ils soumirent les relevés financiers montrant que Vanessa n'avait jamais payé un centime de pension alimentaire, n'avait jamais contribué aux soins d'Emma de quelque manière que ce soit. Ils soumirent des attestations de la mère d'Alexandra, de sa sœur, du pédiatre d'Emma et de l'enseignante de maternelle d'Emma, toutes témoignant des excellents soins d'Alexandra pour sa fille et de l'absence totale de Vanessa. Et puis vinrent les dépositions. Alexandra dut s'asseoir en face de Vanessa et de son avocat et répondre à des questions sur l'effondrement de son mariage, sur cette nuit à la station-service, sur ses finances, sur son mariage actuel et son rôle parental. Ce fut atroce, mais elle resta calme et factuelle, exactement comme Patricia l'avait entraînée. La déposition de Vanessa fut un désastre pour son dossier. Sous serment, il fut forcé d'admettre qu'il avait une liaison avec Bradley avant de quitter Alexandra. Il admit que Bradley lui avait dit qu'il ne voulait pas d'enfants dans les parages. Il admit qu'il avait choisi de partir plutôt que de mettre fin à la relation avec Bradley. Il admit qu'il n'avait fait aucune tentative de contacter Emma pendant 5 ans, même après que les choses avec Bradley se soient terminées. « Et pourquoi votre relation avec M. Westmore s'est-elle terminée? » demanda Patricia pendant la déposition. Vanessa se tortilla mal à l'aise. « Il a rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune. » « Donc il vous a quitté de la même manière que vous avez quitté votre épouse et votre fille en bas âge. »« Objection !» intervint faiblement l'avocat de Vanessa. « Pertinence. J'établis un schéma dans la prise de décision de M. James lorsque les relations deviennent inconvénientes, dit Patricia avec aisance. La déposition continua pendant des heures, et à la fin, Vanessa était en larmes, son histoire pleine de trous et de contradictions. Mais le moment le plus accablant vint quand Patricia posa une question simple. « Monsieur James, dans les 5 ans depuis que vous avez quitté Emma, combien d'argent avez-vous économisé pour son avenir, fonds universitaires, quoi que ce soit? » Vanessa hésita. « Je traversais une période financière difficile. » Ce n'est pas une réponse. Combien d'argent avez-vous économisé ou mis de côté pour votre fille? Aucun, admit finalement Vanessa, mais j'avais l'intention de... Pas d'autres questions. L'audience au tribunal fut programmée pour fin février 2025. Alexandra avait pris sa journée, porté son meilleur tailleur et s'était assise dans une salle d'audience du comté de King pendant qu'une juge examinait les montagnes de preuves que Patricia avait assemblées. Vanessa s'était présentée avec son avocat, portant une robe conservatrice et un maquillage minimal, essayant d'avoir l'air d'un homme réformé qui avait fait des erreurs, mais méritait le pardon. La juge, une femme dans la soixantaine nommée Mary Ann Foster, avait tout lu avec une expression qui ne laissait rien transparaître. Puis, elle leva les yeux vers Vanessa. « Monsieur James, j'ai examiné votre requête et toutes les preuves soumises par les deux parties. Je vais être très direct avec vous. C'est l'un des cas les plus clairs d'abandon volontaire que j'ai vu en 20 ans au tribunal. » Vanessa commença à parler, mais la juge Foster leva la main. « Vous avez laissé votre fille en bas âge dans une station-service avec sa mère et vous êtes parti en voiture. Vous avez envoyé un texto disant qu'elle était le problème de sa mère. Vous n'avez fait aucune tentative de contacter votre enfant pendant 5 ans. Vous n'avez payé aucune pension alimentaire. Vous n'avez assisté à aucun rendez-vous médical, fête d'anniversaire ou réunion parent-enseignant. Vous avez signé des papiers de divorce qui renonçaient explicitement à tous vos droits parentaux. Et maintenant vous voulez prétendre que vous avez été contraint ou que vous étiez mentalement malade. » Votre honneur. J'ai changé, dit Vanessa, sa voix se brisant. J'ai fait des erreurs terribles, mais je veux faire partie de la vie de ma fille maintenant. Ce que vous voulez est irrelevant, dit la juge Foster sèchement. Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour l'enfant. Et d'après tout ce que j'ai vu, vous n'avez démontré aucune capacité pour un rôle parental constant et désintéressé. Madame James a fourni d'excellents soins à sa fille. Elle s'épanouit dans un foyer stable avec 2 parents qui se sont présentés pour elle chaque jour.
Je ne vois aucune raison impérieuse de perturber cela. La juge Foster baissa les yeux vers ses papiers et prit une note. La requête de modification de garde est refusée. De plus, j'accorde la contre-requête de Mme James de mettre fin à vos droits parentaux entièrement. Vous n'aurez aucune revendication légale sur cet enfant. Vanessa fit un bruit comme s'il avait été frappé. « Votre honneur, s'il vous plaît, » commença son avocat. « Ma décision est finale, » dit la juge Foster. « Monsieur James, vous avez fait votre choix il y a 5 ans quand vous avez abandonné votre fille. Vous n'avez pas le droit de le défaire maintenant parce que les choses ne se sont pas passées comme vous l'espériez. Cette audience est levée. » Alexandra était restée assise là dans un silence stupéfait alors que la juge quittait la salle d'audience. C'était fini. Vanessa n'avait aucune revendication sur Emma. Sa fille était en sécurité. Elle regarda Vanessa, qui était assise à l'autre table avec des larmes coulant sur son visage. Pendant un instant, juste un instant, elle ressentit un éclair de pitié. Il avait détruit sa propre vie avec ses choix et maintenant il devait vivre avec les conséquences. Mais ensuite, elle pensa à cette nuit à la station-service, aux centaines de nuits qu'elle avait passées debout seule avec un bébé qui pleurait, aux fêtes d'anniversaire et aux premiers mots et aux genoux écorchés que Vanessa avait choisi de manquer et la pitié s'évapora. Il avait fait son lit, maintenant il pouvait s'y coucher. Après l'audience, Alexandra emmena Rachel dîner dans un bon restaurant à Tacoma, Anthony's, surplombant l'eau. Elles obtinrent une table près de la fenêtre et commandèrent le bon vin, celui qu'Alexandra aurait normalement dit être trop cher. Mais ce soir-là, rien ne semblait trop cher. « C'est vraiment fini, » dit Rachel en levant son verre. « Il ne peut plus faire de mal à Emma. » « Il ne peut pas, » acquiesça Alexandra en faisant teinter son verre contre le sien. « Emma est à nous. Légalement, finalement, complètement à nous. » Elles restèrent assises là, regardant les lumières se refléter sur le Puget Sound, et Alexandra ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. 3 mois plus tard, en mai 2025, le téléphone d'Alexandra vibra avec un numéro inconnu. Elle avait presque ignoré l'appel, probablement du spam, mais quelque chose la poussa à répondre. « Allô? Madame James? » Une voix de femme inconnue. « Je m'appelle Jennifer Hartwell. Je suis assistante sociale au département des services humains de l'État de l'Oregon. J'appelle au sujet de Vanessa James. Je comprends qu'il est votre ex-mari. » L'estomac d'Alexandra se serra. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il va bien? Il va bien, dit Jennifer rapidement, mais il a été victime d'un crime et votre nom est apparu lors de notre enquête. Pourriez-vous venir au commissariat pour répondre à quelques questions? Alexandra conduisit jusqu'à Seattle cet après-midi-là, son esprit tournant avec les possibilités. Quel genre de crime? Pourquoi avait-il besoin de lui parler? Elle n'avait eu aucun contact avec Vanessa depuis des années. Le commissariat de police était exactement comme elle s'y attendait. Lumière fluorescente, murs beige, l'odeur du mauvais café. L'inspectrice Park était une femme dans la quarantaine avec des yeux gentils et un comportement direct. Elle conduisit Alexandra à une salle d'interrogatoire et lui offrit du café qu'elle refusa. « Madame James, merci d'être venue, » commença-t-elle. « Je veux insister sur le fait que vous n'êtes pas en difficulté. Nous enquêtons sur un cas de fraude financière et Vanessa James est l'une des victimes. Votre nom est apparu dans ses relevés financiers et nous devions vérifier certaines informations. Fraude financière. » Alexandra était confuse. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Monsieur James était impliqué avec un homme nommé Richard Delacroix pendant les 2 dernières années, expliqua l'inspectrice Park. Monsieur Delacroix dirigeait ce que nous croyons être une arnaque amoureuse. Il ciblait les femmes en ligne, construisait des relations avec elles, puis les convainquait d'investir dans de fausses opportunités commerciales. Il a escroqué au moins 15 femmes pour un total combiné de 300 000 $. Alexandra ressentit une vague de gêne par procuration. Vanessa était tombée dans le piège d'un escroc. Dans le cas de Monsieur James,
continua l'inspectrice Park. Il lui a donné environ 42 000 $ au cours de leur relation. Il a aussi pris des cartes de crédit à son nom à sa demande qu'il a maximisées. Il a actuellement environ 70 000 $ de dettes. « Mon Dieu », murmura Alexandra. « Pendant notre enquête, nous avons trouvé des documents en possession de M. Delacroix qui portaient votre nom, spécifiquement des documents liés à votre fille Emma, acte de naissance, papiers de garde, ce genre de choses. Pouvez-vous me dire comment il aurait pu obtenir ceux-ci? » Alexandra sentit une colère froide monter. « Vanessa lui a donné les informations personnelles de ma fille. »« Il semble que oui, » dit l'inspectrice Park prudemment. « Nous ne sommes pas sûrs pourquoi. Il prétendait aider M. James avec une affaire de garde, bien qu'évidemment il n'y avait pas d'affaire active. Nous pensons qu'il planifiait peut-être de tenter une forme d'usurpation d'identité ou de fraude en utilisant les informations de l'enfant, mais nous l'avons attrapé avant que quoi que ce soit n'arrive. » Alexandra avait serré ses poings sous la table. « Où est ce type maintenant? » « En détention, faisant face à de multiples accusations. Il ira probablement en prison pour longtemps. Mais, je dois vous demander, Madame James, quand avez-vous eu un contact pour la dernière fois avec Vanessa James? » Alexandra lui raconta tout, l'abandon à la station de service, l'affaire judiciaire, la résiliation des droits parentaux, la brève visite à l'hôpital, puis plus rien pendant des années. Elle expliqua que Vanessa n'avait aucune revendication légale sur Emma et n'aurait pas dû avoir accès à des documents la concernant. L'inspectrice Park prit des notes tout au long, hochant occasionnellement la tête. « Il semble que M. James ait conservé des copies de documents d'avant que le tribunal ne résilie ses droits, » dit-elle. « Techniquement pas illégal puisqu'ils étaient les siens à un moment donné, mais définitivement préoccupant qu'il les ait partagés avec quelqu'un qui était clairement un criminel. Je vous recommanderais de geler le crédit sur le numéro de sécurité sociale de votre fille juste par sécurité et de documenter cet incident au cas où il y aurait de futurs problèmes de garde. » Alexandra quitta le commissariat en se sentant secouée. Même des années plus tard, même après avoir perdu tous les droits légaux sur Emma, Vanessa prenait encore des décisions qui auraient pu nuire à leur fille. Il avait donné à un escroc l'accès aux informations personnelles d'Emma, tout cela à la poursuite de quoi? Une autre relation avec un autre homme qui lui avait promis quelque chose de mieux. Certaines personnes n'apprenaient jamais. Elle rentra chez elle et expliqua tout à Rachel. Elles gelèrent immédiatement le crédit d'Emma et déposèrent tous les rapports de police. Emma elle-même était restée inconsciente de tout cela. Elle était plus intéressée à montrer à Alexandra le A qu'elle avait eu à son test d'orthographe. Ce soir-là, après qu'Emma fut couchée, Alexandra et Rachel s'assirent sur leur terrasse arrière avec des verres de vin, regardant leur petite cour où le ballon de foot d'Emma gisait abandonné près de la clôture. « Tu penses qu'il s'arrêtera un jour? » demanda doucement Rachel. « Vanessa, je veux dire, est-ce qu'il passera un jour à autre chose et nous laissera tranquilles? » « Je ne sais pas, » dit Alexandra honnêtement. « Une partie de moi pense qu'il est juste brisé d'une manière fondamentale. Il continue à poursuivre ses fantasmes de ce que sa vie devrait être, et chaque fois que la réalité ne correspond pas, il prend des décisions de pire en pire. » « Est-ce que tu as de la peine pour lui? » Alexandra y réfléchit. « Parfois, mais surtout je me sens juste fatiguée. Fatiguée qu'il soit ce nuage sombre qui revient occasionnellement dans nos vies. Fatiguée de devoir être vigilante et protectrice parce qu'il pourrait faire quelque chose de stupide qui affecte Emma. « Il ne peut pas faire de mal à Emma maintenant, » lui rappela Rachel. « Pas légalement, et Emma ne se souvient même pas de lui. » C'était vrai. Emma n'avait aucun souvenir de Vanessa, aucun attachement, aucune curiosité même. Quand le sujet des pères biologiques surgissait, généralement de la part de gens bien intentionnés mais indiscrets qui posaient des questions invasives, Emma haussait les épaules et disait « J'ai une maman, elle s'appelle Rachel. » Fin de la discussion. 6 mois plus tard, en mai 2030, Alexandra reçut une dernière communication de Vanessa. C'était une lettre manuscrite transmise par son avocate parce que Vanessa l'avait envoyée au cabinet de Patricia Wong. Patricia l'avait appelée d'abord pour demander si elle voulait la lire ou simplement la déchiqueter. « Que dit-elle? » demanda Alexandra. « C'est une lettre d'excuse, » dit Patricia.
Assez longue, beaucoup de regrets et de reconnaissance de ses erreurs, aucune demande de contact, aucune manœuvre juridique, juste des excuses. Envoyez-la-moi, décida Alexandra. Je la lirai. La lettre arriva 2 jours plus tard. Alexandra attendit d'être seule pour l'ouvrir, assise dans sa voiture pendant sa pause déjeuner. Chère Alexandra, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne m'attends pas à ce que tu répondes. Je ne m'attends certainement pas à ce que tu me pardonnes, mais mon thérapeute dit que je dois essayer de faire amende honorable avec les personnes que j'ai blessées, même si ces amendes ne sont pas acceptées. Alors, me voilà. J'ai passé la dernière année en thérapie intensive à travailler sur pourquoi je fais les choix que je fais. On m'a diagnostiqué plusieurs choses. Trouble de la personnalité borderline, problème d'attachement provenant de mon enfance, un schéma d'auto-sabotage qui se répète continuellement. Aucun de ces diagnostics n'excuse ce que j'ai fait à toi et Emma. Ils aident juste à l'expliquer. J'ai abandonné ma fille dans une station-service. Je me suis éloignée de mon bébé parce que je pensais qu'un homme que je connaissais à peine pourrait me donner une meilleure vie que celle que j'avais avec toi. J'étais égoïste, délirant et cruel. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Tu étais une bonne épouse. Tu travaillais dur. Tu étais fidèle. Tu as fait de ton mieux pour me rendre heureux. J'ai rendu ça en te trahissant de la pire façon possible. Tu étais une bonne mère. Tu es une bonne mère. Emma a de la chance de t'avoir. Je sais que j'ai perdu l'affaire de garde. Je sais que mes droits ont été résiliés. Je sais qu'Emma ne me connaît pas et n'a pas besoin de moi dans sa vie. Je n'écris pas ceci pour essayer de changer quoi que ce soit de cela. J'écris parce que tu mérites de m'entendre dire que j'avais tort sur tout. Tu m'as dit une fois à l'hôpital que je devais devenir quelqu'un dont je pouvais être fière. Tu avais raison. J'essaie. Je travaille à un emploi régulier, je vais en thérapie 2 fois par semaine, je reste loin des hommes qui me promettent le monde. J'apprends à être d'accord avec une vie ordinaire. C'est plus difficile que je ne le pensais. Je me suis fait arnaquer récemment, j'ai perdu beaucoup d'argent, je me suis endettée. J'ai presque laissé ça me détruire, mais à la place, je l'utilise comme un signal d'alarme. J'en ai fini de poursuivre des vies fantasmatiques avec des personnes fantasmatiques. J'en ai fini de blesser les gens à la poursuite de quelque chose qui n'existe pas. J'espère qu'Emma est heureuse. J'espère qu'elle est entourée de personnes qui l'aiment. J'espère qu'elle ne saura jamais ce que c'est d'avoir un père qui l'a abandonnée. Si Rachel est bonne avec elle, alors je suis reconnaissant. Emma mérite une mère qui se présente. Je ne m'attends à rien de toi. Je voulais juste que tu saches que je vois clairement maintenant ce que je ne pouvais pas voir, alors j'avais tout et je l'ai jeté. C'est sur moi. Personne d'autre. Je suis désolée, Alexandra. Pour tout. Vanessa Alexandra était restée assise dans sa voiture longtemps après avoir lu la lettre, regardant les gens aller et venir des quais de chargement de l'entrepôt. Elle ressentit un mélange complexe d'émotions, colère pour toutes les années perdues, tristesse pour la famille qui aurait pu être, soulagement qu'Emma ait été épargnée de grandir avec quelqu'un d'aussi instable. Mais surtout, elle ressentit une clôture. Vanessa avait finalement admis ce qu'elle avait besoin d'entendre, que rien n'avait été de sa faute, qu'elle avait été suffisante, qu'elle avait fait de son mieux, que les choix de Vanessa avaient été les siens seuls. Elle plia soigneusement la lettre et la mit dans sa boîte à gants. Elle ne répondit pas et ne le ferait jamais. Mais savoir que Vanessa comprenait finalement ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu, c'était suffisant. Ce week-end, Alexandra et Rachel emmenèrent Emma à Point Defiance Park, le même endroit où Alexandra avait demandé Rachel en mariage toutes ces années auparavant. Emma courait en avant sur le sentier, sa queue de cheval rebondissant, criant vers elle à propos d'un écureuil qu'elle avait aperçu. Rachel glissa sa main dans celle d'Alexandra. « Tu as été silencieuse ces derniers jours. Tout va bien? »« Oui, » dit Alexandra, et elle le pensait vraiment. « Tout va bien. Mieux que bien, en fait. »« La lettre de Vanessa? » demanda Rachel doucement. « Elle a aidé. » admit Alexandra. Pas de la façon que tu pourrais penser, mais elle a fermé une porte que je ne savais pas encore légèrement ouverte. Elles regardèrent Emma poursuivre l'écureuil, son rire résonnant à travers les arbres. « Tu sais ce que j'ai réalisé? » dit Alexandra.
Cette nuit à la station-service, quand Vanessa m'a laissé là avec Emma, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que j'avais touché le fond et que je ne me rétablirais jamais. Mais ce moment était en fait quand ma vraie vie a commencé. Tout ce que j'ai de bon maintenant, toi, cette famille, ma carrière, même juste savoir qui je suis, tout a grandi de ce moment. On dirait que tu fais la paix avec ça, dit Rachel. Je le fais, acquiesça Alexandra. Parce que je comprends finalement que le départ de Vanessa n'était pas la pire chose qui me soit jamais arrivée. C'était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Emma. Emma leur revint en courant, essoufflée et excitée, exigeant qu'elle vienne voir le nid d'écureuil qu'elle avait trouvé. Alexandra la souleva, la faisant crier de rire, et la porta sur ses épaules pour voir la découverte. Dans ce moment, marchant dans le parc avec sa fille sur ses épaules et son épouse à ses côtés, Alexandra James ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, une gratitude complète pour exactement comment sa vie avait tourné. Parce que voici ce qu'elle avait appris à travers tout cela, l'abandon, la lutte, les batailles juridiques, les confrontations avec le passé. Parfois, les personnes qui s'éloignent de vous vous rendent la plus grande faveur de votre vie. Elles se retirent pour que les bonnes personnes puissent vous trouver. Elles dégagent le chemin pour la famille que vous êtes censé avoir. Vanessa était partie parce qu'il poursuivait un fantasme. Mais en partant, il avait fait de la place pour quelqu'un de réel. Quelqu'un qui restait. Quelqu'un qui se présentait chaque jour à travers les crises de colère et les rendez-vous chez le médecin et les matchs de foot et les devoirs et tous les moments magnifiques et banals qui composent une vraie famille. Emma grandirait en sachant qu'elle avait été choisie non seulement par Alexandra qui s'était battue comme une diablesse pour la garder, mais par Rachel qui avait choisi d'aimer un enfant qui n'était pas biologiquement le sien, mais qui était le sien dans tous les sens qui comptaient. C'était la vraie victoire. Pas l'affaire judiciaire, pas les excuses de Vanessa, pas même la carrière réussie qu'Alexandra avait bâtie. La victoire était la fillette de 8 ans sur ses épaules qui se sentait en sécurité, aimée et heureuse, qui ne saurait jamais ce que c'était de se demander si elle était désirée. Alors qu'elle retournait à la voiture, Emma bavardant sur les écureuils et les glands, et est-ce qu'elle pouvait avoir une glace, s'il vous plaît? Alexandra croisa le regard de Rachel et sourit. Rachel lui sourit en retour, et dans ce sourire, il y avait tout ce qu'elles avaient bâti ensemble. Confiance, partenariat, famille. Certaines personnes passent toute leur vie à poursuivre ce qu'elles pensent mériter. Alexandra avait appris à être reconnaissante pour ce qu'elle avait gagné. Pas par chance ou circonstance, mais en se présentant jour après jour et en faisant le travail difficile d'être une bonne mère et une bonne partenaire. Ce soir-là, après qu'Emma fut couchée avec Monsieur Hopscotch et 3 histoires lues, Alexandra s'assit devant son ordinateur et écrivit sa propre lettre. Pas à Vanessa, il ne méritait plus ces mots, mais à elle-même, à la jeune Alexandra qui s'était tenue dans ce parking de station service, terrifiée et seule. Ça s'améliore, écrivit-elle. La douleur s'estompe, la peur s'estompe. Ce qui reste, c'est une force que tu ne savais pas avoir et un amour que tu ne savais pas mériter. Tu vas t'en sortir. Plus que ça. Tu vas bâtir quelque chose de magnifique des ruines. La personne qui t'a quitté t'a rendu service, même si ça ne semblera pas le cas pendant longtemps. Il s'est retiré de la vie d'Emma et, ce faisant, il a fait de la place pour quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui aimera ta fille comme la sienne. Quelqu'un qui t'aimera de la façon que tu mérites d'être aimé. Continue. Continue à te présenter. Continue à te battre pour ta fille. Ça en vaut la peine. Fais-moi confiance, je sais. Elle sauvegarda la lettre dans un dossier sur son ordinateur daté du 15 mai 2030. Peut-être qu'un jour, quand Emma serait plus âgée et aurait des questions sur son père biologique, elle la partagerait avec elle. Ou peut-être qu'elle la garderait juste pour elle-même, un rappel du chemin parcouru. Dans tous les cas, c'était le point final de ce chapitre de sa vie. Le lendemain matin, Alexandra se réveilla avec Emma sautant sur son lit, annonçant qu'elle avait perdu sa première dent et que la petite souris lui devait de l'argent.
Rachel rit et la tira sous les couvertures pour une bataille de chatouilles, et Alexandra se joignit à elle. Et pendant quelques minutes parfaites, leur chambre ne fut remplie de rien d'autre que des rires et de l'amour. C'était sa vie maintenant. C'était sa famille. Et elle ne l'échangerait pour rien au monde. Parfois, la meilleure revanche n'est pas la revanche du tout. C'est laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actions pendant que vous construisez une meilleure vie qu'ils n'auraient jamais imaginé que vous pourriez avoir. Alexandra ne gagna pas parce que Vanessa perdit. Elle gagna parce qu'elle choisit, chaque jour, de se présenter pour les personnes qui comptaient. Elle gagna parce qu'elle transforma son fond du gouffre en fondation. Les personnes qui vous abandonnent ne sont pas celles qui définissent votre valeur. Les personnes qui restent. Celles qui vous choisissent quand c'est difficile, qui vous aiment quand c'est inconvénient, qui se présentent quand c'est ingrat. Ce sont les personnes qui révèlent votre vraie valeur. Et si vous avez beaucoup de chance, vous devenez l'une de ces personnes aussi. Les années passèrent avec cette douceur tranquille qu'on les vit bien construites. En 2031, Alexandra fut promue directrice des opérations logistiques avec un salaire de 95 000 $, plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé gagner dans ses jours désespérés où elle vivait dans le sous-sol de sa mère. La carrière de Rachel dans l'entreprise tech prospéra également et elles purent refinancer leur maison et aménager une vraie salle de jeu pour Emma. Emma elle-même grandit pour devenir une fillette brillante et confiante de 7 ans qui adorait la lecture, le football et posait environ 8 millions de questions par jour. Elle avait commencé à appeler Rachel « maman » sans aucune incitation. Et quand sa classe de CE1 fit un projet d'arbre généalogique, elle dessina Alexandra, Rachel, sa grand-mère Linda, sa tante June et ses cousins sans une seconde d'hésitation. C'était sa famille, c'étaient les personnes qui se présentaient. Vanessa était devenue un souvenir lointain, quelqu'un qui traversait occasionnellement l'esprit d'Alexandra, mais qui ne portait plus aucun poids émotionnel. Elle avait entendu par la rumeur, son ancienne belle-mère avait tenté de la contacter une fois, essayant de la culpabiliser pour qu'elle laisse Vanessa voir Emma, qu'il était retourné à Seattle et travaillait comme réceptionniste quelque part. Il avait apparemment reçu un traitement après l'hospitalisation et allait mieux. Alexandra en était contente d'une manière abstraite, mais elle n'avait aucun désir de renouer. Sa vie était pleine sans lui. Puis 20 novembre 2029. C'était un samedi ordinaire. Rien de spécial de prévu. Alexandra et Rachel avaient emmené Emma au Costco de Lakewood pour faire le plein de provisions et prendre le déjeuner à l'espace Restauration. L'une des activités préférées d'Emma le week-end parce qu'elle adorait leur pizza. Elles avaient rempli leur chariot des produits de base suburbains habituels, céréales, en gros, un poulet rôti, assez de Lacroix pour alimenter une petite armée. Elles étaient dans la file de caisse, Emma bavardant sur son prochain tournoi de football, quand Alexandra entendit quelqu'un dire son nom. Alexandra James. Elle se retourna et se retrouva face à face avec Bradley Westmore. L'homme semblait plus vieux. Il devait approcher les 55 ans maintenant, avec des cheveux gris distingués aux tempes et des lunettes design qui coûtaient probablement plus que le budget épicerie mensuel d'Alexandra. Il portait des vêtements décontractés coûteux, le genre de jeans artistiquement usés et de pulls en cachemire que seuls les gens aisés pouvaient se permettre. Et il avait son bras autour d'une femme qui semblait avoir la mi-trentaine, blonde et soignée. « Bradley ?» dit Alexandra, surprise, faisant sortir sa voix plate. « Ça fait un moment. »« 10 ans au moins, » dit Bradley avec ce sourire facile de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment fait face aux conséquences de quoi que ce soit. « J'ai failli ne pas te reconnaître. Tu as l'air vraiment bien. » Alexandra était douloureusement consciente de Rachel debout à côté d'elle, sa main se resserrant légèrement sur la poignée du chariot. Emma avait arrêté de parler et regardait cet étranger avec des yeux curieux. « Voici mon épouse, Tiffany, » continua Bradley en désignant la femme blonde. « Et voici... Je suis désolée, je ne crois pas connaître le nom de ton épouse. »« Rachel, » dit Alexandra sèchement. « Et voici notre fille, Emma. » Les yeux de Bradley se posèrent sur Emma et quelque chose traversa son visage. De la reconnaissance peut-être, ou de la culpabilité. Il savait qui était Emma,
réalisa Alexandra. Il savait à propos du bébé que Vanessa avait abandonné pour être avec lui. Belle famille, dit Bradley, et cela semblait sincère, ce qui le rendait pire d'une certaine manière. Tu es toujours à Seattle? Région de Tacoma, dit Alexandra, n'offrant pas plus de détails. Nous sommes à Bellevue, intervint Tiffany, sa voix brillante et inconsciente. Bradley vient juste de devenir associé dans son cabinet. Nous célébrons avec une rénovation de cuisine. Tu as vu ces comptoirs en marbre italien à l'entrée? Nous pensons faire quelque chose de similaire. Alexandra sentit la main de Rachel sur son bras, un doux rappel de garder son calme. « Félicitations, » dit-elle à Bradley. « On dirait que les choses ont bien tourné pour toi. » Il y eut un moment de silence gênant. Bradley changea son poids d'un pied sur l'autre, et pour la première fois, il sembla mal à l'aise. « Écoute, Alexandra, » dit-il en baissant légèrement la voix, « je sais que c'est aléatoire, mais je voulais vraiment te contacter il y a un moment à propos de ce qui s'est passé avec Vanessa. » Alexandra sentit sa mâchoire se crisper. « Quoi à ce sujet? » « Je voulais juste dire que je suis désolée, » dit Bradley, pour ma part là-dedans. « Je veux dire, toute la situation était compliquée et je ne l'ai pas bien gérée. Je traversais mes propres trucs avec mon divorce et je ne pensais pas clairement à l'impact sur les autres personnes, spécifiquement sur toi et ton enfant. »« Maman, » tira Emma sur la main d'Alexandra. « On peut avoir la pizza maintenant? »« Dans 1 minute, ma chérie, » dit Alexandra, puis regarda Bradley. « Tu t'excuses d'avoir eu une liaison avec mon mari? » « Pour comment ça s'est passé, » dit Bradley. « Écoute, je ne suis pas fière de comment j'ai agi à l'époque. J'étais égoïste, j'ai dit à Vanessa que je ne voulais pas d'enfant dans les parages, et je sais que ça l'a mis dans une position impossible. Si je l'avais géré différemment, peut-être qu'il n'aurait pas fait les choix qu'il a faits. » No, ça a été... ça... Alexandra voulait rire. L'homme essayait en fait de s'absoudre en suggérant qu'il était en quelque sorte responsable des choix de Vanessa. « Bradley, » dit Alexandra lentement, « Vanessa a laissé notre fille de 6 mois dans une station-service sous la pluie. Il m'a envoyé un texto disant qu'Emma était mon problème maintenant et il est parti en voiture. Il n'a pas fait ses choix à cause de quoi que ce soit que tu aies fait. Il les a faits parce que c'est qui il était. Il a choisi son propre confort plutôt que le bien-être de son enfant. C'est sur lui, pas sur toi. » Bradley sembla véritablement pris au dépourvu. « Je ne savais pas que c'était arrivé comme ça. Il m'a dit que c'était plus une décision mutuelle, que tu avais accepté qu'il avait besoin d'espace. »« Il t'a menti, » dit Alexandra platement. « Ce qui ne devrait surprendre aucun de nous deux étant donné comment votre relation a commencé. » Tiffany avait l'air de plus en plus mal à l'aise, regrettant clairement d'être présente pour cette conversation. Elle toucha le bras de Bradley. « Chérie, peut-être que nous devrions... »« Comment va Vanessa? » demanda Alexandra, se surprenant elle-même. « Tu le sais? » Bradley secoua la tête. « Nous n'avons pas parlé depuis des années. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était de retour à Seattle quelque part, mais c'est tout ce que je sais. Après notre rupture, il a disparu des radars pendant un moment. Il a essayé d'obtenir la garde d'Emma, » dit Alexandra. « Il y a quelques années, il a perdu au tribunal. La juge a résilié ses droits parentaux entièrement. » Bradley grimaça. « Bon sang, je suis désolée d'entendre ça. »« Ne le sois pas, » dit Alexandra. « C'était la meilleure chose pour Emma. Elle a 2 parents qui l'aiment et se présentent pour elle chaque jour. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui va dériver dedans et dehors quand c'est pratique. » Il y eut une autre pause gênante. Puis Bradley tendit la main. « Pour ce que ça vaut, Alexandra, je suis content que les choses aient marché pour toi. On dirait que tu as construit une bonne vie. » Alexandra serra sa main brièvement. « Je l'ai fait, sans aucun remerciement à toi ou Vanessa. » Ils se séparèrent et Alexandra resta là un moment, traitant la rencontre avant qu'Emma ne tire sa main à nouveau. « Maman, la pizza? »« Oui, ma puce. Allons chercher de la pizza. »
Elles prirent de leur nourriture et s'assirent à l'une de ces tables hautes dans l'espace restauration de Costco, Emma travaillant sur une part presque aussi grande que son visage. Rachel attendit qu'Emma soit distraite avant de se pencher. « Ça va? » demanda-t-elle doucement. « Oui, » dit Alexandra, et elle fut surprise de constater que c'était vrai. Tomber sur lui était bizarre, mais ça n'a plus vraiment d'importance. Toute cette partie de ma vie semble être arrivée à quelqu'un d'autre. « C'est arrivé d'une certaine manière, » dit Rachel. « Tu n'es pas la même personne qu'à l'époque. »« Là, c'est bien ça. » Elle avait raison. L'Alexandra qui s'était tenue dans ce parking de station service il y a 10 ans, brisée, terrifiée et seule, était partie. Elle avait été remplacée par quelqu'un de plus forte, quelqu'un qui s'était battu pour sa fille et avait gagné, quelqu'un qui avait construit une vraie vie à partir de rien. Mais l'univers apparemment n'en avait pas fini de lui lancer des balles courbes. 2 semaines après la rencontre au Costco, Alexandra était au travail quand elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Normalement, elle le laissait aller sur messagerie, mais quelque chose la poussa à répondre. « Madame James, c'est l'inspectrice Sarah Park du département de police de Seattle. J'appelle au sujet de Vanessa James. Je comprends qu'il est votre ex-mari. » Le cœur d'Alexandra commença à battre la chamade. « Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va bien? » « Il va bien, » dit l'inspectrice Park rapidement. « Mais il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide. Il est stable maintenant, mais il demande s'il peut vous parler. » Alexandra eut l'impression d'avoir été frappée par un camion, une tentative de suicide. « Oui, » dit l'inspectrice. « Il a été trouvé par un voisin et emmené au Portland General Hospital. Il reçoit un traitement de santé mentale maintenant, mais il a spécifiquement demandé que quelqu'un vous contacte. » Alexandra ferma les yeux. Même maintenant, même après tout, Vanessa la ramenait dans son orbite. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit-elle prudemment. « Nous ne sommes plus en contact. »« Je comprends, » dit Jennifer avec sympathie. « Je devais juste transmettre le message. Si vous changez d'avis, voici mon numéro. » Alexandra raccrocha et resta assise dans sa voiture sur le parking de l'entrepôt pendant 20 minutes, fixant le vide. Elle parla de l'appel à Rachel ce soir-là. Rachel l'écouta tranquillement, puis posa la question qu'elle se posait toute l'après-midi. « Tu veux aller le voir? »« Non, » dit Alexandra immédiatement, puis plus honnêtement, « Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'il est exactement là où il doit être, faisant face aux conséquences de ses choix. Mais une autre partie de moi se sent mal. »« Parce que tu es une bonne personne qui n'aime pas voir les gens souffrir, » finit Rachel, « même les personnes qui t'ont blessé. »« C'est stupide? » »« Non, » dit Rachel. « C'est humain. Mais tu ne lui dois rien, Alexandra. Tu ne lui dois surtout pas ton énergie émotionnelle ou ta tranquillité d'esprit. Il a fait ses choix. Tu n'es pas responsable de le sauver d'eux. » Alexandra y réfléchit pendant 2 jours de plus, puis elle prit une décision. Elle conduisit jusqu'à Portland un samedi, seule. Rachel avait proposé de venir, mais elle voulait faire ça elle-même. Elle avait besoin de fermer ce chapitre de sa vie selon ses propres termes. La chambre d'hôpital était stérile et blanche, et Vanessa semblait petite dans le lit, branchée à des intraveineuses et des moniteurs. Il leva les yeux quand elle entra, et quelque chose dans son expression s'effondra. « Tu es venue, » murmura-t-il. « Je suis venue, » dit Alexandra en restant près de la porte. « Mais je ne reste pas longtemps, je voulais juste m'assurer que tu allais bien. »« Je ne vais pas bien, » dit Vanessa, les larmes commençant à couler. « J'ai tout gâché, Alexandra. Tout. J'ai perdu toi, j'ai perdu Emma, j'ai perdu chaque bonne chose que j'ai jamais eue, et je ne peux rien récupérer. »« Non, » acquiesça doucement Alexandra, « tu ne peux pas. »« Je suis tellement désolée, » sanglota-t-il. « Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait, pour vous avoir quittés toutes les deux, pour avoir été une personne si terrible. Je ne sais pas comment vivre avec ça. » Alexandra resta là, regardant cette personne qui avait autrefois été son monde entier s'effondrer, et elle ne ressentit rien, pas de colère, pas de satisfaction, pas même de pitié.
juste une sorte de tristesse distante pour toutes les années gâchées et les promesses brisées. « Vanessa, dit-elle doucement, tu ne peux pas revenir en arrière et défaire tes choix. Aucun de nous ne le peut. Mais tu peux décider qui tu veux être à partir de maintenant. Tu peux obtenir de l'aide. Tu peux travailler sur toi-même. Tu peux essayer de devenir quelqu'un dont tu es fier. Pas pour moi, pas pour Emma, pour toi-même. » « Comment? » demanda Vanessa, sa voix brisée. « Comment je fais ça? »« C'est quelque chose que tu dois comprendre toi-même, » dit Alexandra. « Mais je peux te dire ceci. Rester concentré sur ce que tu as perdu ne va pas t'aider. La seule façon d'avancer, c'est d'avancer vraiment. » Ils parlèrent pendant encore 20 minutes. Alexandra lui parla d'Emma, prudemment, sans détail, mais assez pour que Vanessa sache que sa fille était heureuse, aimée et épanouie. Elle lui dit qu'elle espérait qu'il irait mieux, qu'elle ne lui souhaitait pas de mal, mais qu'il ne pouvait pas faire partie de leur vie. « Je comprends, » dit doucement Vanessa. « Merci d'être venue. Tu n'étais pas obligée. »« Non, » acquiesça Alexandra. « Je ne l'étais pas. » Elle quitta l'hôpital en se sentant plus légère d'une certaine manière. Elle avait dit ce qu'elle avait besoin de dire, vu ce qu'elle avait besoin de voir. Tout ce qui arriverait à Vanessa maintenant était sa propre responsabilité. Elle rentra à Spanaway, à la maison où son épouse et sa fille l'attendaient, et elle laissa tout partir. Emma avait maintenant 8 ans, et c'était l'heure de l'histoire avant de dormir. Elle était levée entre Alexandra et Rachel sur le grand lit, M. Hopscotch serré contre elle. « Maman? » dit Emma en regardant Alexandra. « Oui, ma chérie? » Madame Chen dit que pour notre projet de l'école, on doit interviewer quelqu'un sur quelque chose de difficile qu'ils ont surmonté. Je peux t'interviewer? Alexandra échangea un regard avec Rachel. « Bien sûr, bébé. De quoi veux-tu parler? » Mamie a dit qu'une fois, quand j'étais petite, les choses étaient vraiment difficiles, mais que tu as travaillé très fort et maintenant tout va bien. C'est vrai? Alexandra sentit sa gorge se serrer. « Oui, c'est vrai. » « Qu'est-ce qui était difficile? » Alexandra réfléchit soigneusement à sa réponse. « Eh bien, quand tu étais bébé, c'était juste toi et moi pendant un moment. Et j'avais peur de ne pas être assez bien pour toi. Mais j'ai continué à essayer de mon mieux, et puis j'ai rencontré ta maman Rachel, et nous avons construit notre famille. »« Et maintenant tout est parfait? » demanda Emma. Alexandra rit doucement. « Pas parfait, mais c'est bien. C'est vraiment, vraiment bien. » Emma réfléchit à cela pendant un moment. « Je suis contente que tu aies continué, » dit-elle finalement. « Parce que maintenant je t'ai toi et maman Rachel et mamie et tante June et tout le monde. »« Moi aussi, bébé, » dit Alexandra en embrassant le sommet de sa tête. « Moi aussi. » Ce soir-là, après qu'Emma se soit endormie, Alexandra se tint à la porte de la chambre d'Emma, regardant sa fille respirer doucement, M. Hopscotch coincé sous son bras. Rachel vint se tenir derrière elle, en roulant ses bras autour de la taille d'Alexandra. « Tu as fait du bon travail, » murmura Rachel. « Nous avons fait du bon travail, » corrigea Alexandra. Et c'était la vérité. Elles avaient construit cela ensemble. Pas parfait, mais réel. Pas facile, mais qui en valait la peine. Parfois, les meilleures histoires ne sont pas celles où tout va bien depuis le début. Parfois, les meilleures histoires sont celles où tout s'effondre, et vous découvrez que vous êtes assez forte pour le reconstruire, plus forte que vous ne l'avez jamais imaginé.